Salut, ça va bien? C'est un peu bizarre quand je te demande ça puis que tu peux pas vraiment me répondre parce que je t'entends pas. Mais j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va bien. J'ai appris récemment que mon podcast a été accepté au Festival d'humour, le Minifest. Le Minifest, c'est vraiment un festival d'humour qui va se passer à Hochelaga. C'est du 14 au 18 juin 2022. Puis si jamais tu sais pas quoi faire, je t'invite à y aller. Mon podcast va être diffusé devant public le 14 juin à 19 heures à la Maison de la Culture à Hochelaga. Donc, si jamais tu veux plus d'infos, regarde dans ma bio. Fait que le 14 juin, 19 heures, si tu n'as rien à faire, on va parler justement de la place de la femme en humour. Je suis comme toute excitée de t'annoncer ça. J'ai jamais comme présenté devant public. Habituellement, je le fais souvent dans mon sous-sol. Fait que devant vous, ça va être vraiment très drôle. Habituellement, c'est mes chats qui sont mon public, mais là, ça va être peut-être toi. On sait jamais. En tout cas, bref, là, j'avance. La semaine passée, j'ai parlé du slam. Donc, qu'est-ce que le slam? J'ai parlé de David Goudreau, qui est vraiment un très bon poète québécois dans lequel il a présenté à Bonsoir, Bonsoir une lettre aux garçons pour parler de violence avec des mots magnifiques. Donc, si tu ne l'as pas entendu, ça s'appelle Lettre aux petits gars par David Goudreau. Et là, moi, cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai envie de te présenter une humoriste que j'adore beaucoup, que j'ai rencontrée à l'École nationale de l'humour en faisant des cours du soir en présentation de numéros. Et l'objectif du cours à la fin, c'est de pouvoir faire du stand-up. Donc, on loue un endroit, il y a un endroit réservé où tu peux dire tes gags que tu as travaillé tout au long de la session. Elle s'appelle Isabelle Monette, puis à force de lui avoir parlé, là, elle, c'est ce qui est vraiment le fun, c'est qu'elle a créé justement une soirée d'humour 100% féminin. Donc, dans les soirées d'humour, ça s'appelle les Allumetières. Elle va justement vous en parler un peu plus dans notre entrevue. Fait que si tu la connais pas, Isabelle Monette, je t'invite aussi à aller la voir en spectacle. Elle a justement créé un show d'humour qui s'appelle Pareil, pas pareil, qui a été accepté au Festival d'humour, le Minifest, à Hochelaga. Donc, c'est le 14 juin, en la même date que moi. Donc, si tu veux voir des humoristes super drôles, super intéressants, qui vont parler de différences, je t'invite aussi à aller voir leur contenu. J'arrête de parler, puis voici notre conversation fantastique avec moi et Isabelle. À tantôt! Bonjour Isabelle. Salut Coralie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Je voulais te remercier de t'être déplacée en premier de Montréal à Terrebonne. Je sais que c'est pas évident, les autoroutes. Oh non, mais c'est correct, là. C'est surtout que je suis, comment dirais-je, je ne suis pas une excellente conductrice, mais écoute, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ah, puis je voulais aussi te dire aux autres où est-ce qu'on s'est rencontrés. C'était aux Allumetières, la soirée des Allumetières. Y avait-tu un autre moment aussi où on s'est rencontrés à part les Allumetières? Et je pense qu'on s'est croisés dans un atelier à l'École nationale de l'humour, mais qui a été annulé parce qu'on est tombé en pandémie. Ah, oui, ça se peut. C'était-tu en présentation de numéro, par Ouais, exemple? Oui, ouais. OK. On a eu genre 2 cours, puis Ça finit, c'est vrai. après ça, T'as on a été raison. confinés. C'est vrai. C'était, Puis ils ont c'était dû violent. Oui. C'est le confinement violent. Tu sais, le premier, là, Mhm. qu'on s'est fait croire que c'était 28 jours. Ça l'a. Ah oui. Ouais. Puis en plus, on était full préparés pour faire le spectacle d'humour, là. On avait comme... Il nous restait, je pense, 4 ou 5 cours, puis il fallait présenter, là. On se demandait si on allait présenter. Ça a été Je annulé. sais plus. Ouais. Écoute, c'est comme un si lointain souvenir. Pas si lointain, ça fait 2 ans quand on y pense, mais on dirait que c'est une éternité. Aussi, c'était tellement ça. Puis aussi, toi, t'as une soirée aussi, les Allumetières. Là, je vais descendre ça parce que ça m'énerve. Donc, t'as une soirée aussi aux Allumetières qui est à Verdun. T'as le Social Comedy Club aussi, également. Ouais. Tu nous parler un peu plus de ta soirée que t'as En fait, j'ai expliqué rapidement les Allumetières ce que c'est. C'est un collectif d'humoristes féministes. Puis la mission qu'on s'est donnée, c'est de créer un espace d'expression pour les femmes en humour. Donc, on organise des soirées d'humour 100% femmes. On n'invite que des humoristes femmes ou s'identifiant comme femmes à participer. Et c'est définitivement une plateforme de discrimination positive. Mais malheureusement, je pense que dans notre société, on est encore à l'étape où on a besoin que ces lieux-là existent pour les différentes minorités.
Et notre seconde soirée, c'est une soirée d'humour qui, elle, se veut une soirée paritaire. Donc, autant de femmes que d'hommes sur la programmation de la soirée. Et c'est à Verdun, au Social Comedy Club. On a une alternance là, aux deux endroits. La soirée au Social est animée par les animateurs. Donc, dans le collectif, on est 4 et on fait l'animation à tour de rôle. La formule est peut-être amenée à être modifiée. Et pour ce qui est de la soirée des animateurs, aussi, les animations sont à tour de rôle. Puis on développe tranquillement des projets communs aussi en création artistique. Ah, mais mon Dieu, c'est des beaux projets aussi qui s'annoncent. Puis je sais que tantôt, on s'en est parlé des projets qui arrivent pour toi. Justement, il y a eu Ma TV qui est venu vous mettre en entrevue. Voyons, excuse-moi, je saurais mes mots, là. Qui vous a interviewé par rapport à votre soirée d'humour des animatières. Puis c'est déjà sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que ça va bien. T'es sur le train. Puis ça Ben, je te démarre. remercie. Écoute, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça présentement. On dirait des fois que les choses s'alignent, là. Puis présentement, je sens que ça avance, puis ouais, ça va bien. Puis je me trouve très chanceuse d'avoir toutes ces opportunités-là. Oui, des belles opportunités. Puis justement, la raison pour laquelle je t'ai invité à mon podcast, je trouve que t'es game. Tu sais, t'es game dans le sens, tu sais, t'as une idée, tu la fais automatiquement. Il y a pas, tu sais, la barrière est là, mais tu la surmontes. Puis ça, je trouve que c'est beau de voir ça, de sauter la barrière, même si elle est là, tu sais, tu la surmontes. Puis ça donne, ça m'inspire, justement, ça Ah, m'inspire. wow! Mais t'es vraiment fine de me dire ça. Ça me touche pour vrai Oui. que tu me dises ça. Puis pour moi, c'est quelque chose que j'estime beaucoup, le courage, puis l'audace. Puis c'est des choses que j'essaie d'incarner aussi dans ma vie. Fait que, ouais. Ouais, je trouve ça Non. super beau que tu me dises ça. Ben oui, ben c'est justement une de tes questions. Tu parles dans les mots aussi, tu es une personne beaucoup dans les mots, tu choisis bien tes mots. Puis dans une des questions qu'on va parler plus tard, peut-être pas là, tu as des livres à nous partager également. J'ai juste tassé mon chat parce que Le je me chat est dans sens. mon café. Ouais, je me disais là, je pense que je vais. Ça va être mon moment gorgé. Ouais, je pense que je vais plus faire. Oui, donc plusieurs questions. Je t'ai envoyé une liste de 10 questions avant notre rencontre. Tu en as Ouais. choisi 3. Puis là, on va commencer avec la première, en lien avec une personne qui t'inspire. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent ces temps-ci. Ça fait, je suis scotchée là quand même depuis quelques années, mais je dirais que j'ai vraiment, ouais, c'est ça. Tantôt je parlais d'audace puis de quoi. J'ai beaucoup d'estime pour la démarche de David Goudreau, qui est, ben là on le connaît de plus en plus parce qu'il y a eu des espaces de diffusion à Radio-Canada, puis qui est invité maintenant sur même plusieurs émissions, pas juste à Radio-Canada. Mais ouais, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la démarche, qui lui vient de l'univers de la poésie puis du slam, et qui utilise ça en fait qui a utilisé ça comme outil d'intervention en travail social, entre autres avec des gens qui vivent en milieu carcéral. Et puis c'est ça, fait que j'aime la démarche. Je trouve que c'est extrêmement courageux ce qu'il fait. Je trouve que se lever dans la vie et dire la poésie c'est beau et c'est grand, déjà en soi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Fait que moi, ça me touche, ça m'inspire. Puis, tu sais, je trouve, autant ce qu'il livre sur scène que ce qu'il écrit dans ses romans, pour moi, c'est vraiment, je vois toute la démarche, je vois toute la continuité dans le propos. Puis c'est un peu le type de modèle que moi j'aime, tu sais, comme artiste, puis que j'aspire à devenir, mais d'avoir cette espèce de combinaison-là, cette espèce d'équilibre-là entre la scène et l'écriture. Fait que c'est quelque chose qui me rejoint. Puis je trouve que c'est beaucoup de prise de position dans son propos. Oui. Des positions qui sont pas toujours faciles à assumer, mais c'est quelqu'un qui utilise l'espace qu'il a en tant qu'artiste beaucoup au service des autres. Puis pour améliorer, je pense, tu sais, c'est certain que ça lui fait du bien à lui aussi, là. Tu sais, la démarche artistique, c'est comme ça nous fait du bien à nous, mais je trouve que dans son partage, il pense beaucoup aux autres. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui il dit des choses qui sont significatives. Puis je trouve que c'est un acte de générosité. Vraiment, sa manière de pratiquer son art.
Ben oui, puis là, tu me parles de David Goudreau, puis je pense à son texte, ben son poème qu'il a publié en lien avec pour conscientiser les hommes par rapport, je sais pas si les femmes, par rapport aux droits des femmes, comment on devrait bien les traiter, des comportements qui devraient être mieux valorisés quand on interagit avec. OK, je suis super contente que tu me parles de ça. Oui. Parce que moi, j'ai envie de revenir là-dessus. Parce que, bon, moi, je suis une humoriste féministe assumée. Mhm. Je l'ai dit sur scène. Je l'ai dit en entrevue. Je vis très bien avec ça. Et puis, j'ai trouvé ça très difficile de voir Mhm. sur les médias sociaux, entre autres, qui sont d'une cruauté, ma foi, légendaire en 2021, qu'il y avait plein de femmes féministes Mhm. qui tapaient sur la tête de ce gars-là, Oui. puis qui avait une espèce de colère sur le fait que qui était-il, lui, homme blanc, pour faire un statement féministe. Puis en tout cas, c'est même plus clair dans ma tête. Je trouvais que c'était tellement émotif. Puis moi, ça m'a mis aussi beaucoup dans l'émotion. Fait que j'ai de la misère à me rappeler exactement des propos. Mais c'est le genre de situation où j'ai de la misère à comprendre pourquoi, comme société, on n'est pas tous debout en train d'applaudir et de dire « Merci David, t'as une tribune, tu l'as pris pour sensibiliser les gens à la cause féministe. » Je veux dire, définitivement, t'as été un allié de la cause féministe, en plus d'une manière super positive, dans la prévention, en faisant un appel à quelque chose, justement, auquel lui s'identifie, c'est-à-dire le comportement toxique masculin, tu sais. Ben oui, Fait que parce ça, c'est quelque chose qui m'échappe, complètement. Puis je trouve que c'est un équilibre qui est vraiment fragile. Puis c'est vrai pour plein d'autres positions sociales, puis pour plein d'autres positions politiques. Tu sais, je pense qu'on est dans une époque de grands changements et qu'on va aller d'un extrême à l'autre. Je souhaite qu'à un moment donné, on trouve des points médians, là, parce que la vie est souvent dans le gris, pas dans le noir, pas dans le blanc. Puis je souhaite qu'on réussisse à dialoguer, tu sais, les hommes et les femmes sur le féminisme, les mieux nantis, les moins nantis, les gens de souche enracinée québécoise, les gens adoptés, les gens de la diversité. Mais il faut en parler. Puis il faut en parler ensemble, puis il faut en parler le plus possible. Et puis moi, c'est ça que j'aime aussi là, du phénomène, parce que je pense qu'on est rendu à le phénomène David Goudreau. Mais je veux dire, il y a un homme blanc, cisgenre, qui prend une position féministe, engagée, de gauche, à la télé d'État. Je ne vois aucun problème. Je vois même une révolution artistique et médiatique dont je me réjouis. Puis en plus, il parle de poésie. Ben oui, fait que Tu sais, quand est-ce qu'on parle de poésie? Quand est-ce qu'on lit de la poésie? Je veux dire, depuis 20 ans, personne ne lit de poésie à la télé, là. Fait que je veux dire, tout ça, pour moi, est juste bon. Oui, il y a juste quelque fait que chose je me fâche, puis je m'emporte, mais je comprends pas. Non, c'est ça, c'est comme l'argument comme il faut vraiment que les gars en parlent pour que les filles puissent se faire écouter. Tu sais, c'est dans l'intermédiaire de ça que souvent les commentaires vont. Mais en même temps, je suis comme un peu de ton point de vue parce que, tu sais, c'est comme, mettons, l'intimidation. Là, ça s'applique à tout le monde, mais l'intimidation, c'est comme si, mettons, on peut en parler. C'est pas juste la personne intimidée qui devrait en parler. En tout cas, c'est l'idée que tout le monde peut en parler, ça affecte tout le monde, tu sais. Mais je comprends qu'il y a quelque chose de très fragile, puis il y a une sensibilité que moi j'ai. T'sais, moi, j'irai jamais parler de discrimination raciale dans la vie. Je ne suis pas concernée. En même temps, je suis super concernée, là, qu'on se comprenne bien, mais comment puis-je témoigner de ça? Le point de vue que j'ai là-dessus, là, je suis silencieuse et j'écoute, genre, les gens de mon entourage qui ont vécu ça. J'écoute mon amie Emna Achour, qui est dans mon collectif de création, qui me parle de c'est quoi la réalité d'être une femme arabe au Québec. J'essaie même pas de dire, je comprends, j'imagine. Non, j'apprends. Même chose pour les communautés autochtones, tu sais. J'apprends. J'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Mais, puis je m'insurge quand je vois 3 hommes blancs à TVA discuter de féminicide. Tu sais, je suis comme, voyons, où est la femme sur ce panel? Mais celle de David Goudreau, là, j'ai jamais compris. Celle-là, ça m'échappe. Puis pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a présentement une très, très grande contribution à la culture québécoise. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ça m'échappe. Oui, il y a quelque chose qui a pas passé ou quelque chose qui... Le message, c'est comme si on voyait
la personne qui le disait, on jugeait plus la personne qui le disait plutôt que le message de fond qui était véhiculé. Ouais. Puis tu sais, au-delà Ouais. de la personne, tu sais, je pense moi je trouve qu'on est dans une contribution littéraire et artistique, tu sais, qui pour moi est aussi grande que celle de Dany Laferrière, qui pour moi, tu sais, je pense que la contribution, puis je veux dire, il est quand même assez balbutiement, quoique bon, pas tant quand on sait à quel point le processus créatif est long avant d'avoir une reconnaissance, là, puis d'exister sur la place publique. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même 3 romans, tu sais, 4 romans. 4 romans. 1 ou 2 recueils de poésie publiés, je pense, peut-être plus, là, je m'excuse si je me trompe. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans Dany Laferrière, là. Mais je pense que la contribution peut être, tu sais, aussi grande. Pour moi, c'est un auteur marquant au Québec. Comme Dany Laferrière, pour moi, est un auteur fondamental au Québec, tu sais, puis comme Régent Duchamp, pour moi, est la fin du monde. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment dans mon spectre de ce que j'aime. Je trouve que c'est d'une intelligence et d'une sensibilité remarquable. Puis, ça m'inspire vraiment, cette démarche-là, ouais. Puis là, l'inspiration, c'est un peu... Là, je remarque que t'es passionné par le discours, t'as l'air comme très engagé aussi également. Puis ça m'amène justement à la deuxième question qui était ta passion. Je crois bien, oui? Oui! Ta passion, c'est quoi? Quelle est une passion, quelque chose qui te tient à cœur, que t'aimes faire ou... Et c'est dur d'en choisir une, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un de très investi, puis de quand même relativement intense. J'ai réfléchi à ton truc, puis j'ai vraiment... Là, j'étais comme les arts. J'ai comme, c'est ben trop large, tu sais. Mais en même temps, c'est pas faux. Tu sais, c'est parce que je trouve que dans toute forme d'art, il y a une contribution qui est intéressante. Tu sais, j'aime le cinéma parce que je trouve que c'est l'art le plus complet. Tu sais, ça marie les arts visuels, la littérature, le théâtre. J'aime le théâtre parce que c'est les arts vivants. Tu sais, c'est une expérience dans une salle. Tu sais, j'ai envie de ça. J'aime la poésie, j'aime la littérature. J'aime beaucoup la poésie parce que j'aime le rythme des mots puis j'aime la musicalité des mots. Tu sais, puis pour moi, de la musique, c'est aussi de la poésie. Là, de la chanson, c'est définitivement aussi pour moi de la poésie. Fait que quand je ramasse tout ça, j'arrive dans une espèce de démarche de création où je me dis, il y a la scène, tu sais, où le rythme est super important, la présence scénique. Fait que là, tu sais, il y a beaucoup des arts vivants, mais je trouve qu'il y a un côté aussi vraiment, pour moi, littéraire à ça. Ah oui, clairement. Puis, mais je suis pas dans du dire des grands mots, puis être verbeux, puis dans du classique, mais je pense qu'il faut choisir ses mots. Oui, Fait totalement. que j'ai vraiment... Puis, il y a des humoristes qui sont beaucoup plus dans de l'improvisation sur des thèmes ou qui vont aller chercher des... que je sens qu'ils sont dans le rythme. Mais tu sais, moi, je peux passer 20 minutes à me demander, là, si je veux dire... une porte, une entrée, un vestibule, un hall. Parce que, tu sais, ouvrir la porte puis entrer dans le vestibule, pour moi, c'est pas la même chose du tout. Fait que, puis des fois, je m'embourbe là-dedans aussi, là. Des fois, ça devient vraiment trop cérébral puis je deviens prisonnière de ça puis je suis comme Isabelle, tu sais. Puis au début, ça m'aidait pas sur scène, là, si j'oubliais un mot, tu sais, j'étais trop dans... Là-dedans, des fois, je deviens un petit peu prisonnière de ma pensée. Mais sinon, puis tu sais, tu vois... c'est drôle que j'en parle à la suite de l'autre parce que David Goudreau a fait une émission à Radio-Canada avec Louis-José Hood, mais Louis-José Hood, dans sa démarche artistique, lui, tu sais, j'écoutais un documentaire sur lui, puis lui, il a un coach, mais qui est vraiment de l'univers de la musique classique, avec qui il travaille tout son rythme scénique. Puis lui, il est vraiment dans l'écriture, puis dans le choix des mots, puis dans réécrire, puis tout ça, puis tu sais, c'est une démarche comme que je calque un peu. Je vais être honnête, je copie Louis-José. Mais ça me rejoint, tu sais, ce qu'il fait, ça me rejoint beaucoup. Après ça, sur scène, je m'en vais vers quelque chose de vraiment différent de lui. Lui prend vraiment de l'espace sur sa scène. Puis il est beaucoup dans l'expression, puis tout ça. Tu sais, moi, je m'identifie plus à, tu sais, du stand-up plus classique, là. Je veux dire, je prends de la place, mais je suis pas dans une exagération. Pour moi, ma présence scénique est pas théâtrale quand je fais de l'humour. Je m'approche plus de Isabelle va vous raconter quelque chose. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question de départ, dont je me suis légèrement éloignée, mais je pense que pour moi, le fil conducteur de tout ça, c'est raconter des histoires, puis tous les moyens sont bons pour le faire, puis ça me fascine. Me faire raconter des histoires, puis raconter des histoires aux autres. Fait que la passion de trouver des bons mots pour raconter une histoire, puis aussi la musicalité, il y a vraiment quelque chose à aller voir, puis je suis totalement d'accord, là, parce que les mots, c'est tellement important, il y a tellement de synonymes. Les dictionnaires synonymes, tu sais, je me souviens, c'est toujours important d'avoir ça sur soi parce que, tu sais, moi, j'écris des fois dans les réseaux sociaux, j'écris comme
des petits textes humoristiques, puis ça peut me prendre du temps à trouver le bon mot que je veux choisir ou un mot que je dois couper pour juste avoir la fluidité de la lecture. Puis c'est raconter l'histoire avec de la bonne manière, tu sais. Mm-hmm. Il y a des histoires qui sont un dessin. Ces histoires, moi, j'ai raconté. Ces histoires-là, c'est jamais moi qui vais les raconter. Mais il y a des histoires qui sont un sketch, il y a des histoires qui sont un numéro de stand-up. Puis c'est ça que... C'est là, pour moi, où ça se situe mon travail. C'est que je pars d'une idée. Moi, je pars d'une observation. Moi, je vois quelque chose, j'entends quelque chose, je me prends une note, ça devient une idée. Je m'assois avec cette idée-là. Puis là, des fois, c'est un stand-up. Puis des fois, je me dis non, ça, à un moment donné, j'ai un personnage dans un sketch qui va faire cette affaire-là. Ah. Tu sais, à un moment donné, j'étais au parc, je suis passée devant, tu sais, les douches qu'il y a à côté des barboteuses. Puis j'adore dire barboteuse, là, ça, c'est mon côté est de Montréal. Mais tu sais, une barboteuse, tu sais, en ciment, que tu te scratches les genoux comme il faut quand t'es petit. Puis ta mère est en maillot de bain sur le bord, puis elle sait pas s'il faut qu'elle aille dedans ou pas, parce que c'est une adulte. Puis tu sais, cette place-là. Puis je voyais les enfants, puis qui ont les mêmes comportements que les enfants des années 90 avant la barboteuse, qu'il y avait des années 80, que je soupçonne qu'il y avait des années 70, puis la petite pelle en plastique, puis le sable un peu partout, puis il y en a un qui fait pipi dans ses culottes, c'est sûr, puis tout ça, puis je voyais des adultes aussi faire ça, puis je me disais, hey, ça serait vraiment drôle, tu sais, si t'avais un adulte qui faisait toutes les mêmes affaires que les enfants font, puis qui sont dans la petite douche à côté, puis tu sais, ils sont dans les douches, puis ils chantent, puis ils sont tout nus, puis là, j'étais vraiment dans une réflexion sur être enfant, l'été, c'est ludique. Qu'est-ce que ça serait si un adulte faisait ça? Comment ça peut se transposer? Puis là, je me disais, il y a plein de potentiel comique, puis je peux jamais raconter ça sur une scène. Je suis comme ça, c'est définitivement un sketch télé. Oui. Fait que là, je l'ai mis là. Fait que j'ai des morceaux comme ça, fait que là, j'ai des piles, tu sais, fait que je pense que ma passion, c'est raconter les choses puis trouver la meilleure manière de le faire. Puis des fois, là, c'est pas si drôle que ça va juste être une conversation d'amis autour d'une table. Des petits moments simples que si, admettons, tu prends ta caméra, tu zoomes, tu prends le temps de filmer l'angle, ça raconte une histoire quand même. Puis c'est des actions quotidiennes que ça peut être drôle ou des actions qui peuvent juste comme raconter comme conversation entre amis, comme tu dis, là. Ouais. Qui peuvent juste quand tu prends la peine de les apprécier ou d'être là, ça peut raconter, tu peux en raconter là, beaucoup. Là. Ouais. Vraiment. Puis là, justement, on parle d'histoire, puis de raconter. Puis là, ça m'amène justement à la troisième question, qui est un livre ou plusieurs livres qui t'ont influencé ou qui t'inspirent. Pourquoi? Ouais. Ben, il y a des livres qui ont été vraiment marquants dans ma vie. Ouais, fait que je sais pas comment, je sais pas par où y aller. J'en ai plusieurs. Puis moi, j'ai vraiment, tu sais, au collégial, là, moi, littérature, j'ai adoré ça. C'est comme s'il y avait un univers qui s'était ouvert. Puis je me rappelle, un des premiers livres marquants de ma vie, centre secondaire 5, puis cégep, c'est un livre qui s'appelle La vie devant soi de Romain Gary, qui a gagné le prix Goncourt. Je veux dire, donc, qui a une reconnaissance de la communauté. Puis Romain Gary, c'est un auteur européen. Puis qui avait une espèce d'enjeu d'assumer, tu sais, puis j'ai l'impression, puis qui se disait, est-ce que tout le monde trouve ça bon? Parce que ce que j'ai publié avant, c'est bon. Puis il se questionnait beaucoup sur le phénomène du vedettariat, tu sais. Fait qu'il s'est mis à écrire sur un pseudonyme à un moment donné qui est Émile Ajar. Là, je suis toute mêlée dans quels sont les livres d'Émile Ajar puis de Romain Gary. Mais il est allé gagner le Goncourt avec son nom d'emprunt. Ah, OK. Fait que sans sa réputation qui le précédait. Fait que je trouve déjà que dans la démarche, il y a beaucoup d'humilité. Moi, j'aime ça. Et La vie devant soi de Romain Gary, je me souviens, j'avais lu ça un peu parce que je voulais copier sur ma grande sœur. Qui, elle aimait beaucoup ces livres, puis dont c'est un des auteurs préférés, voire l'auteur préféré. Puis c'est un peu en voulant l'imiter que j'ai découvert. Mais je me souviens d'être dans l'autobus pour m'en aller au cégep et de lire ça, qui raconte l'histoire d'un tout petit garçon adopté. Et c'est écrit, c'est vraiment intelligent, c'est écrit dans le langage de cet enfant-là. Donc, avec beaucoup de, tu sais, je dirais de changements dans les mots, d'erreurs dans les mots, en fait, d'erreurs de vocabulaire, mais tu comprends tout à fait le fil, tu sais. Tu sais, il y en a un, tu sais, au lieu de dire, je sais même plus lequel est le bon mot, un proxénète ou une proxénète, là, tu sais, ça m'a tellement marqué mentalement que je suis mêlée. Puis c'est tout cet amour de lui, tu sais, envers la femme qui s'en occupe, qui finit par mourir, et qui tient une maison, un bordel. C'est fascinant. Et je lisais ça dans le bus, en me rendant au cégep de Rosemont.
et je pleurais. Ah, c'était un moment c'était un roman qui Et je sais pas, je sais même pas qu'est-ce que ça a eu comme influence sur moi, mais ça a vraiment été un moment très intense d'émotion. Puis je pleurais, puis tu sais, à 17 ans, c'est quelque chose que tu veux pas faire, c'est pleurer dans l'autobus en public. C'est l'orgueil puis les gros de même de filles de 17 ans. Mais je me rappelle vraiment précisément de ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup touchée, que je recommande à tout le monde. La vie d'invention. Sinon, moi, j'ai une grande histoire d'amour avec Régent Duchamp. Ah, Ce n'est malheureusement pas très original, mais c'est vrai. J'ai lu L'hiver de force. C'est le premier Régent Duchamp que j'ai lu. C'était une lecture imposée aussi au collégial. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, ce qui fait que je suis allée lire La vallée des avalées, un classique. C'est le personnage principal de La vallée des avalées qui est Bérénice Einberg et le personnage auquel je me suis le plus identifiée dans la vie, dans tous les personnages que j'ai rencontrés. Fait que pour moi, il y a vraiment quelque chose de vraiment très intime avec ce livre-là. Et encore une fois, Régent Duchamp, l'humilité. Il y a quelque chose que j'aime dans le fait d'être un inconnu et de tenir à rester inconnu et de dire mon œuvre est plus grande que moi et plus importante que moi. Il y a quelque chose, il y a une relation avec son ego que je trouve extrêmement saine. Après, je le connais pas. Il est jamais allé sur la place publique. Peut-être que c'est super malsain puis qu'il est enfermé chez eux puis qu'il y a vraiment des problèmes de socialisation. Mais je reste dans mon rêve. Puis c'est ce que j'aime aussi beaucoup de la littérature. Tu sais, je suis allée voir Erreur fatale. Je suis allée voir la pièce de théâtre La vallée des avalées. C'était bon? Mais moi, je pense que j'aurais jamais dû faire ça. Oh. C'est un univers qui est trop important pour moi. Puis j'ai volontairement décidé de tout oublier. Ça fonctionne moyen, mais c'est ce que je veux vraiment faire. Parce que je trouve que, tu sais, quand je disais qu'il y a des histoires qui sont faites pour être lues, des histoires qui sont faites pour être lues au cinéma, des histoires qui sont faites pour être racontées sur une scène, pour moi, ça, c'est une histoire qui est faite pour être lue. Puis c'est une histoire que j'ai beaucoup plus de plaisir à imaginer. Puis je suis beaucoup trop attachée à la manière dont je l'ai construite, puis à la vision que j'en ai. Ça a juste été un choc, puis j'aurais jamais dû me faire ça. Mais bon, à un moment donné, on en revient. Puis un autre auteur qui est vraiment pilier pour moi... Ah, puis aussi ce que j'aime dans Régent Duchamp que je veux dire, c'est que La vallée des avalées a été édité chez Gallimard. Et non pas au Québec. Parce qu'aucun éditeur québécois n'a voulu l'éditer. Il voulait pas le publier, c'est ça. Et ce gars-là s'est acharné en disant non, c'est ça mon œuvre, puis c'est ça qu'on va publier. Et c'est devenu un des plus grands auteurs québécois et un grand auteur de la francophonie. Fait que j'ai beaucoup d'estime aussi pour la persévérance puis l'audace. Là, ça m'amène à une autre personne que j'estime ou à un autre auteur. Okay. De quoi tu veux que je te parle? Je prends quelle branche correcte? OK, ben là, une personne qui est de l'auteur, tu sais, dans les lots d'auteurs, fait que c'est super. Et sinon, c'est drôle, hein? Je suis pas capable de savoir mon préféré, si c'est lui ou si c'est Régent Duchamp, tu sais, juste en voulant le dire, mais en tout cas, je suis vraiment très attachée à Denis Laferrière. Ah, ben oui. Puis ça a été pour moi toute l'ouverture. Le premier que j'ai lu, c'est Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, qui est son premier. Puis je me suis vraiment reconnue là-dedans, ce qui est très bizarre, là. Un jeune homme noir puis une jeune fille de l'Est de Montréal. Mais il y avait quelque chose là-dedans, dans ce personnage-là, que moi j'ai vu sur les possibilités d'être, de se réaliser, puis aussi sur le courage de ce jeune immigrant dans un milieu miteux qui écrit son livre puis qui est dans sa démarche. Fait que tu sais, c'est comme si je retrouvais là-dedans aussi beaucoup de choses que j'aime. Puis après, moi, ça m'a ouvert sur le regard de l'autre, tu sais. Puis tu sais, c'est un univers d'Annie Laferrière qui est beaucoup dans la sensualité, mais qui est aussi beaucoup dans la chaleur. Puis, fait que ça m'a ouvert là-dessus, puis ça m'a amené à lire ses autres livres. Puis je pense que mon préféré, c'est L'odeur du café, qui se passe en Haïti avec sa grand-mère. Ah, c'est un livre extraordinaire. OK, j'ai pas lu. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, mais c'est un des premiers livres qui m'a amené vers, tu sais, vers l'autre qui n'est pas le blanc québécois francophone. Tu sais, je l'aime, l'œuvre de Michel Tremblay, là. Mais elle me ressemble. Tu sais, l'œuvre de Michel Tremblay, c'est chez nous. C'est maman qui crie Isabelle vient souper. Tu sais, c'est ça. Fait que Dany Laferrière, ça a vraiment été l'ouverture sur l'autre. Puis tu sais, quand tu viens d'un milieu francophone, populaire, blanc, de l'Est de Montréal, l'autre, il est pas ben là. Non, c'est ça. Fait que ça a vraiment été une porte pour moi. Puis je trouve aussi que, tu sais, il y a un de ces moments, je trouve qu'il a le don de bien écrire et de bien dire les choses aussi. Tu sais, il avait dit à un moment donné de Richard Martineau qu'il vivait intellectuellement au-dessus de ses moyens. Et je trouve cette tournure de phrase délicieuse. Oh, c'est vrai. Fait qu'il y a quelque chose que j'aime
Il y a quelque chose que j'aime, il y a une sensibilité, mais il y a une manière de dire puis une manière d'écrire que j'aime beaucoup dans Dany Laferrière. Puis là, ça m'amène à parler de la personne que j'estime, je pense, le plus, puis que je trouve la plus courageuse. Puis je pense que je l'ai jamais dit à elle, c'est fascinant. Même si j'ai travaillé pour elle puis que je l'ai côtoyée quelques fois. Mais c'est Pauline Marois. Ah! Ben ouais. Puis moi, avant d'avoir une vie de... Avant de me lancer dans ma création, puis dans l'humour, puis de me dire que fallait que je le fasse, puis que j'étais rendue là, puis que si j'y allais pas maintenant, quand est-ce que j'irais, puis pourquoi pas y aller, puis pourquoi c'était pas maintenant ma vie, puis de sauter en bas du tremplin. Avant ça, j'ai travaillé en politique comme conseillère politique dans les équipes de communication, là, comme attachée conseillère. Tu sais, il y a tellement de mots en politique qu'on sait plus comment s'appeler nous-mêmes. J'étais dans l'équipe des communications de Pauline Marois au cabinet quand elle était première ministre, et c'est quelqu'un que j'estime tellement pour ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui a vraiment donné sa vie pour les autres. Okay. Puis qui a fait, tu sais, je trouve qu'on est très dur par rapport aux gens qui font de la politique, alors que c'est un acte de générosité d'être en politique. Ce n'est pas un acte d'égoïsme. Ça demande tellement. Je trouve que c'est une femme, c'est ça, vraiment très généreuse. C'est une femme qui a l'intelligence vraiment d'écouter sincèrement, mais qui a le courage de prendre les décisions qui sont nécessaires. Et je trouve que c'est une femme qui a accompli des grandes choses pour le Québec. Tu sais, sans Pauline Marois, il n'y aurait pas de réseau de la petite enfance. Sans Pauline Marois, il n'y aurait pas de congé parental au Québec. C'est des choses qui sont majeures. C'est des choses qui ont vraiment changé notre société. Puis je l'admire aussi beaucoup parce que c'est une personne extrêmement courageuse. Oui. Et elle, là, elle s'est fait dire non pour être chef du Parti québécois. Écoute, elle a été... Je pense que c'est une des personnes les plus ministrées de l'histoire du Québec. Elle a occupé des fonctions, elle a occupé tous les grands ministères. Ça a été une femme ministre de tous les grands ministères, tu sais. Fait que c'est une femme d'une compétence remarquable, mais être une femme en politique à cette époque-là et une échelle, un pas à la fois, se frayer une place jusqu'à être premier ministre, tu sais, c'est de la persévérance incroyable. C'est une femme d'une grande rigueur, d'une grande intelligence, mais d'une intelligence sensible. Ça, j'estime beaucoup ça. Puis, je veux dire, ça a été tellement difficile. Non, mais elle était rendue à la retraite, là. Elle s'était finie, là. Puis là, elle est revenue, puis elle a été première ministre du Québec. Puis là, les gens, ils ont dit, vous portez trop de foulards. Mais il y a quelque chose là-dedans qui n'a aucun sens. Et j'espère que l'histoire va se rappeler à quel point elle a eu de grands accomplissements, tu sais. Pour les femmes, mais aussi pour la société québécoise. Et j'espère qu'on va focaliser sur les bonnes choses. Et ce que Pauline Marois, je pense, a fait de plus grand pour le Québec, c'est qu'elle a dit à toutes les femmes et à toutes les petites filles, c'est vrai, tu sais, vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez. Et vous pouvez réellement accéder aux plus hautes fonctions. Et elle en a fait la démonstration. Et ça, c'est une avancée énorme pour le féminisme. Et j'espère qu'on va se souvenir de ça. En tout cas, dans ton podcast, on va s'en souvenir parce que tu es vraiment très passionnée et émue d'en parler, puis je trouve ça beau. Mon podcast léger, tu sais. Oui. C'est un podcast d'humour. Moi, je suis là, la littérature, le féminisme. Et c'est pas léger, hein. Ben, c'est pas un podcast vraiment c'est un podcast que j'invite des humoristes, mais qu'on aborde des sujets qui peuvent être connexes à l'humour, mais ça peut aller totalement ailleurs, là. C'est vraiment libre. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas encadré. Il faut pas que tu sois drôle, là. On est comme en train de parler, c'est vraiment relax, là. Mais tu sais, avant que tu me parles de Pauline Marois, tu sais, tu viens de me faire prendre conscience que c'est vrai, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, ça fait pas longtemps, là, Pauline Marois, mais tu sais, les années où qu'elle a été aux élections, tu sais, il y a beaucoup d'échelles qu'elle a dû graduer, qu'elle a dû faire dans un monde politique où que les hommes sont souvent plus présents que les femmes. Fait que ça a dû être quelque chose de persévérer, de montrer que c'est possible de graduer les échelles malgré que tu sois une femme au Québec dans ces années-là. Puis je pense pas qu'il y aurait eu un premier ministre qui aurait pensé ça à la petite enfance, tu sais, les congés parentaux, puis tout, je pense pas. Non, puis il y a beaucoup de choses dans cette femme-là, puis sa capacité de résilience aussi est exceptionnelle, de mon point de vue. Fait que j'ai beaucoup d'estime, mais je pense que j'ai aussi beaucoup d'affection, tu sais, ça paraît, je pense quand j'en parle, mais je trouve que c'est... Puis moi, je considère vraiment, tu sais, que ça a été une opportunité incroyable dans ma vie que de travailler dans ce cabinet-là.
Puis tu sais, quand tu veux contribuer à ta société, d'avoir un peu le privilège, parce que c'est un privilège là, d'être élu. Les gens te choisissent. C'est un privilège. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, puis le privilège de servir. Et c'est pour ça que, tu sais, quand je parle de Mme Marois, mais même les politiciens avec lesquels je suis pas d'accord, là, oui, il y en a, là. Il y en a des corrompus, puis il y en a qui sont allés faire ça pour être glam, puis bon, puis qui sont complètement dans leur ego. Mais je crois vraiment que la majorité des politiciens font ça parce qu'ils veulent rendre leur société meilleure. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour la fonction politique. Et je trouve ça triste de voir que c'est pas toujours le premier réflexe de notre communauté. Oui, mais peut-être que toi, ça t'intéresse-tu aller en politique? Je sais pas, là, je lance ça comme ça par curiosité. Toi, la belle question! Non, mais c'était juste par curiosité, là. Tu peux dire non, tu peux dire oui. Non, c'est des questions qui m'habitent. Je te mentirais, je te dirais que c'est des questions qui m'habitent. Est-ce que présentement, je suis là-dedans? Non. Est-ce que la porte est fermée? On verra. C'est genre une candidate d'occupation double. Ben oui, c'est celle-là. Mais ouais, je dis pas que j'en referai pas, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de me consacrer à la création. La création. Mais c'est quelque chose, tu sais, c'est comme si on pourrait revenir au début de l'entrevue, puis là, tu dirais qu'est-ce qui te passionne, Isabelle, puis je dirais la politique et le service public. Mais, tu vois, mais ouais, j'aime beaucoup ça, puis, mais je trouve aussi que, à travers l'humour, tu sais, il y a moyen, moi, je trouve, d'amener les gens à réfléchir sur le monde qui les entoure en faisant des blagues. Et je pense que, présentement, en étant épaisse sur une scène, quand je parle de féminisme, quand je parle d'actualité politique, quand je parle de campagne électorale, ben, ça amène quand même les gens à se pencher sur ces questions-là. Puis c'est une démarche, moi, je trouve, qui m'intéresse, tu sais. Puis je pense déjà que juste d'aller sur une scène, puis que le propos soit engagé ou pas, d'aller vivre une expérience avec des gens, c'est une contribution. C'est une contribution pour moi que de faire ça. Puis pour moi, la culture et les arts, c'est une grande contribution à notre société. Puis de donner au monde un break, puis pendant un moment, si on est chanceux, puis si ça va bien, réussir à leur donner un petit peu de bonheur, c'est déjà contribué. C'est déjà comme... Ils repartent de ta soirée, puis il y a quelque chose, c'est comme un cadeau que tu leur donnes, il y a des réflexions que tu suscites en utilisant juste l'humour. Même, j'en suis consciente parce que si des fois, moi, en tout cas, je vais voir des soirées d'humour, puis des fois, il y a des propos que je repars de là, je suis comme, hey, c'est vrai, tu sais, la culture du viol, c'est intéressant d'en parler. C'est pas tout le monde qui sont comme fervents ou qui connaissent vraiment c'est quoi exactement. Puis des fois, d'en parler, ça suscite vraiment des réflexions ou des conversations juste avec les personnes que tu as été voir, que tu es... Oui, puis des fois, c'était juste niaiseux. Des fois, c'était juste niaiseux, puis ça t'a fait du bien d'aller rire pendant 1 heure. Ou des fois, c'est juste beau, puis ça te fait du bien que quelqu'un te raconte une histoire touchante. On n'est pas toujours obligé d'être dans notre tête, mais c'est ça que j'aime aussi de l'humour. Je trouve que le rire, c'est communicatif, puis le rire, ça part du cœur, puis ça part des tripes. Oui. Fait que, tu sais, Oui. j'aime bien ça comme véhicule. Je trouve ça super beau comme dernier message, que l'humour, c'est un bon véhicule, puis... je vais terminer cet épisode-là, mais merci encore pour ce beau partage, ces témoignages sur Pauline Marois, que j'aurais jamais pensé l'avoir sous cet angle-là. Si tu dis que c'est une personne tellement généreuse, d'intelligence sensible. Mais c'est une travailleuse sociale. Est-ce que je t'interromps pendant ta fin? Non, mais c'est correct. Non, mais c'est une travailleuse sociale c'est une travailleuse sociale de formation. Oui. Je pense que quelqu'un qui choisit le travail social dans la vie, déjà, ça en dit beaucoup. Sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut être, puis sur comment elle veut contribuer. Elle a comme du terrain. Elle a déjà été sur le terrain, puis elle a constaté ça, puis elle a dit, là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se mette en branle, puis là, c'est là qu'elle a posé sa candidature. Je sais pas comment ça... Je connais pas son cheminement, mais tu sais, je pense que tout ça... Puis là, elle me l'a pas dit, là, mais c'est mon impression, mais je trouve que dans Mme Marois, il y a beaucoup... Mais elle disait souvent prendre soin de son monde dans ses allocutions. Puis je trouve qu'il y a vraiment cette volonté-là de prendre soin des gens. Puis quand je dis qu'elle a fait de la politique pour les bonnes raisons, c'est vraiment dans une vision de prendre soin de sa communauté, contribuer, faire ce qu'on peut pour la rendre meilleure, pour la rendre plus juste, pour la rendre plus équitable. De mon point de vue, le meilleur moyen de faire ça, c'est de devenir un pays. Mais c'est une autre histoire.
Mais je trouve que, ouais, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui est important. C'est une personne qui était très importante pour le Québec, puis j'espère que c'est comme ça dont on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Et merci encore de ton déplacement. Et je te souhaite une bonne journée. Ben, merci, toi aussi. Merci de m'avoir invité. Vraiment. Oui, mais c'est le fun. Écoute, là, j'arrête d'enregistrer, mais. Ben, c'est le fun. C'est le fun. Ça Je suis intense, hein? Ben, c'est correct. Intense quand je parle. Hey, non, écoute, c'est super parfait. Le but, c'est vraiment pas que tu sois, genre, super drôle. C'est ça. Mon entrevue avec l'humoriste Isabelle Monette est déjà terminée. Ah, moi aussi, je suis triste et j'ai envie de me rouler en petite boule puis manger des chips. Mais c'est pas grave parce que la semaine prochaine, je vais faire une chronique sur c'est quoi ça, la mémoire. Moi, le cerveau, ça m'a toujours intéressé, comment le cerveau fonctionne, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, parce que justement, c'est quelque chose que je dois beaucoup travailler quand il faut que j'apprenne un texte par cœur et que je dois le présenter dans une soirée d'humour. Donc, ensemble, on va décortiquer un peu la mémoire. C'est quoi ça? Si jamais tu as apprécié aussi l'épisode, gêne-toi pas pour le partager, me taguer dessus, c'est toujours le fun. Si vous aimez beaucoup mes épisodes, je t'invite à venir faire un petit tour, justement. Je vais vous présenter mon podcast Un bon moment devant public le 14 juin à 19h. Et si tu veux revoir Isabelle Monette, elle aussi, elle va faire un show d'humour avec ses acolytes, ses amis, comme on dit. Donc, le 14 juin également. Donc, si tu veux avoir plus d'informations, viens regarder sa bio. Va la suivre sur Facebook ou viens me suivre aussi en même temps, là. L'épisode va être disponible la semaine prochaine, mercredi, sur YouTube et Spotify. Je m'appelle Coralie Dubois. Je suis humoriste et enseignante. Et je te souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!